Bonjour à tous, alors aujourd'hui profitons de notre situation ici au niveau du magnifique logis Belle-Branche, un très belle demeure du 15e siècle située sur la commune d'Écouflant en Maine-et-Loire au bord de la Sarthe pour continuer notre exploration de la biologie de la conservation. Dans la première partie, j'avais évoqué l'importance de la sensibilisation et de la diffusion de l'information et la vulgarisation scientifique en biologie de la conservation. Et bien ici, c'est ce qu'on fait au niveau du logis Belle-Branche, puisque vous avez ici une exposition consacrée aux espaces naturels sensibles de l'Anjou. Donc c'est une exposition pédagogique qui incite les citoyens de l'Anjou à partir à la découverte de leur patrimoine biologique au niveau des espaces protégés par le département. Et le fait est qu'en biologie de la conservation, diffuser l'information, vulgariser la science, communiquer, c'est vraiment un outil majeur au service de la biologie de la conservation. Alors vulgariser, diffuser l'information, sensibiliser, c'est fournir des images, c'est donner la parole à celles et ceux qui ont des choses à nous dire, mais c'est aussi permettre à tout un chacun de participer. Et ce tout un chacun, c'est en premier lieu les jeunes. Cette exposition pédagogique, elle s'adresse avant tout aux jeunes, aux enfants, pour leur permettre d'appréhender la richesse du patrimoine biologique ici, chez eux, en Anjou. Donc cette expo, je la connais bien puisque j'avais déjà assuré la médiation scientifique lorsqu'elle circulait un peu partout ici dans le département, et notamment à Angers, où elle a été créée au siège du conseil départemental. Alors nous sommes ici au cœur du bâtiment du conseil départemental de Maine-et-Loire et plus particulièrement au niveau de l'exposition Force de la nature qui se consacre aux ENS, les espaces naturels sensibles de l'Anjou. Alors il s'agit d'une exposition pédagogique qui veut enseigner au plus grand nombre et en particulier à la jeunesse angevine cette problématique des espaces naturels sensibles de l'Anjou à travers tout un ensemble de modules en bois qui sont des activités à accomplir pour les jeunes et qui permettent d'appréhender le problème. Et on a par exemple ici un petit jeu où les jeunes doivent reconnaître les espèces invasives et pour ça ils disposent d'un petit pion rouge. Ils le mettent au niveau de petits emplacements ici qui correspondent pour eux à des espèces invasives et au contraire reconnaître les espèces protégées qui peuvent être menacées par ces invasions biologiques et pour ça modélisées par des petits pions verts. Quelques exemples de ces espèces remarquables sont également explicités sous la forme de panneaux ici explicatifs. Alors c'est très bien fait, les codes couleurs sont bien faits, les photos sont très belles, la notion de pédagogie et la notion ludique est bien là, donc c'est très bien. Tout à fait personnellement, je suis vraiment intimement persuadé que vulgariser la science, diffuser l'information, sensibiliser à des causes, et en particulier en biologie, c'est vraiment un outil majeur. C'est même, à mon sens, l'outil le plus percutant et le plus utile en biologie de la conservation. Et pour ce qui est du public jeune, des enfants, je pense aussi que c'est le public qui comprend le mieux les enjeux et à qui le message passe le mieux. Par contre, évidemment, comme toujours, il faut que ce soit fait de façon intelligente. Il est évident que la sensibilisation et faire connaître une cause, ça peut avoir des effets corollaires qui vont un petit peu à l'encontre de l'idée de départ. Par exemple, là on est à mon retour de ma mission en Grèce, mais le fait est que lorsque je travaillais sur ce programme de conservation sur la tortue Kawan, il était évident que diffuser le lieu des pontes et la date d'émergence des petits, c'était pas forcément une bonne idée. De la même façon, les atlas naturalistes qui diffusent également l'information scientifique, parfois peuvent être un petit peu éparses dans l'information qui est fournie. Et c'est le cas notamment avec cette plante ici derrière moi, la tulipe sauvage. Ici en Maine-et-Loire, elle fait partie des espèces menacées, des espèces rares, des espèces patrimoniales. Et le fait est que les atlas naturalistes diffusés par le département ne précisent pas exactement où se situe la tulipe sauvage. On sait qu'elle se situe dans le Léon, qui est une région viticole, ici en Anjou, mais on se garde bien de préciser vraiment où se situent les sites où on trouve la tulipe sauvage. Il existe un autre effet très intéressant que j'aimerais évoquer avec vous. Parfois, le fait simplement même de déclarer qu'une espèce se raréfie et qu'elle est en passe de disparaître, ça peut aggraver son cas. Ce qui est quand même con, on va à l'encontre de l'idée de départ, mais mettre un coup de projecteur sur une espèce, ça peut dans certaines circonstances aggraver son cas. Ça c'est par exemple un principe qu'on connaît vraiment très bien en immobilier, où la spéculation peut tirer les prix de l'immobilier vers le haut et créer un marché totalement ahurissant. À Paris, notamment, la spéculation est parvenue à créer tout à fait artificiellement des quartiers de riches à partir de quartiers tout à fait populaires. C'est ce qui arrivait par exemple à Saint-Germain et c'est ce qui arrive en ce moment dans des quartiers ultra populaires de New York comme Brooklyn et le Bronx. Et la spéculation, ça concerne aussi le monde animal et le monde végétal, surtout le monde animal et le monde végétal. Déclarer qu'une espèce est menacée, est en passe de disparaître, c'est mettre un coup de projecteur sur elle et c'est créer de la spéculation sur ces espèces.
Alors c'est ce qui est en train de se produire en ce moment avec plusieurs espèces de loutres asiatiques qui sont en train de subir justement ce phénomène de spéculation. Et il y a un regain d'intérêt énorme et une popularité vis-à-vis des loutres asiatiques. Vous avez sûrement vu sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, tous ces posts où on voit des loutres. C'est ultra mignon, je suis d'accord, mais on voit énormément de posts de loutres et les gens s'attendrissent. On voit dans les commentaires des commentaires du style « Ouais, c'est trop mignon, t'as vu, ils font comme des humains, ils sont en train de se laver. » Et du coup, ils repassent ce message à leurs potes, à leur famille, à leurs copains, à leurs copines sur Facebook. Des messages du style « Ouais, t'as vu, ça c'est trop mignon, c'est ça qu'il me faut, il nous faut une loutre, achète-moi une loutre à Noël. » Mais du coup, ce regain d'intérêt et cette popularité soudaine vis-à-vis de ces espèces de loutres asiatiques va créer de la spéculation. Et du coup, on voit fleurir au Japon, à Taïwan, en Chine, en Corée, à la manière des cafés achats, ce que je trouve être une totale connerie, une abomination, des cafés à loutres, comme on observe aussi au Japon des cafés à chouettes ou d'autres cafés à hérissons. Alors vous le voyez, ce coup de projecteur va créer de la demande vis-à-vis d'espèces déjà menacées à la base, qui n'ont donc pas besoin de ce coup de projecteur, si ce n'est pour les protéger, dans un processus conservatif. Et cette spéculation, d'un strict point de vue économique, elle va se focaliser sur les espèces les plus rares, qui sont les plus demandées, et si elles ne l'étaient pas, du fait du jeu de la spéculation, elles vont devenir des espèces de plus en plus rares. Avec tous les effets corollaires au niveau des équilibres biologiques que cela va entraîner du fait des prélèvements surnuméraires au sein des milieux naturels. Car on peut élever ces individus pour le commerce, ce qui est déjà un peu malsain, mais il se trouve qu'évidemment le business s'accorde mieux avec les espèces sauvages. Alors il ne faut pas tomber dans ce genre de piège, qui est surtout un piège marketing. On voit souvent cela avec certaines marques qui pratiquent le greenwashing, qui se donne une image écologiquement responsable. On voit souvent ça avec les marques de lessive par exemple, et dans les pratiques touristiques aussi avec des phénomènes plutôt récents tels que l'écotourisme, le tourisme vert, le tourisme écologiquement responsable, où on voit fleurir par exemple des offres de certains opérateurs qui nous offrent d'aller voir les orques, d'aller voir les dauphins, d'aller voir les tortues, d'aller même sur des brises-glaces par exemple, se balader au niveau des zones polaires. Donc tout ça, tout ce greenwashing, ce tourisme écologiquement responsable, lorsqu'il le fait de manière pas du tout responsable, en mettant un coup de projecteur qui n'est pas forcément bienvenu, va à l'encontre de l'idée de départ. Vous voyez, en biologie de la conservation, c'est souvent une affaire de communicants. C'est ce qui va tout autour, l'enrobage qui compte. Comme là, à l'instant, mettre un petit chemin forestier avec des bouleaux, c'est plus joli. Et ça me rappelle une anecdote, toujours en Nouvelle-Calédonie, avec notre ONG, mon pote Nico, sa copine Clémence et moi-même. On avait fait un petit clip pour alerter aux dangers, aux risques des feux de forêt et des feux de brousse au centre de la Nouvelle-Calédonie. Et ce petit clip, avec une petite musique vraiment alarmiste, une petite musique anxiogène, il avait été beaucoup plus apprécié, beaucoup plus partagé que nos précédentes publications qui, elles, traitaient de données plus scientifiques, qui traitaient de la faune et de la flore au sens strict et qui parlaient de nos recherches en tant qu'ONG. Alors maintenant qu'on connaît mieux l'espèce, maintenant qu'on connaît mieux le milieu
on réalisera la politique de conservation. Maintenant qu'on s'est assuré que l'on a diffusé l'information de manière consciencieuse, maintenant qu'on s'est assuré qu'il faut faire quelque chose plutôt que de ne rien faire, hein, toujours garder à l'esprit le principe de parcimonie, comment on fait? Tout va dépendre des infos fournies par les inventaires. Et à ce petit jeu-là, les autorités prennent évidemment en compte les spécificités biologiques locales. Mais elles prennent aussi en compte les spécificités locales, économiques et culturelles. Toujours pour en revenir sur notre cas de la Nouvelle-Calédonie, il existe sur l'archipel, dans les eaux de l'archipel, 4 espèces de tortues marines. Et parmi ces 4 espèces, seule la tortue verte est autorisée à la capture et à la consommation. Encore faut-il bénéficier d'une dérogation. Et il existe des dérogations d'ordre culturel. Par exemple, les populations kanak possèdent une de ces dérogations car la tortue verte fait partie de leurs habitudes coutumières. C'est pour ça aussi que dans le reste du monde, le moratoire international qui existe sur la pêche et la capture des mammifères marins, elle est levée pour certaines populations. Par exemple au Japon, même si pour certains dans ce cas-là ça se discute, ou encore pour les Inuits, pour lesquels la capture de mammifères marins participe de leurs habitudes traditionnelles. Les quotas de prélèvement par exemple, et en particulier les quotas de pêche et les quotas de chasse, ils sont extrêmement différents en fonction des espèces. Même parfois ça peut varier pour une même espèce en fonction de la période de l'année. Parfois ça peut même également varier entre 2 milieux différents quand même ils seraient adjacents. Alors c'est pour ça que parfois on peut s'étonner que 2 cours d'eau, même affluents du même cours d'eau, et pour la même espèce, peuvent avoir des quotas de pêche différents. Lorsque l'on fait de la biologie et de la conservation, il faut également et évidemment prendre en compte les besoins humains. Surtout lorsqu'il s'agit d'espèces patrimoniales. Par exemple, chez moi ici, là nous sommes au bord de la Sarthe, dans la petite ville d'Écouflant, la pêche au brochet, c'est quelque chose qui est vraiment pris très au sérieux. Par contre, je ne dis pas évidemment qu'il s'agit de considérer la pêche au brochet et cet aspect un petit peu comme on le ferait en Nouvelle-Calédonie vis-à-vis de la pêche de certaines espèces pour les populations kanak, pour qui ces animaux et ces plantes revêtent un caractère civilisationnel vraiment très culturel, ancré dans la culture kanak. Mais croyez-moi, la pêche au brochet, c'est quelque chose qui est vraiment pris au sérieux chez moi ici en Anjou. Le brochet fait partie de la liste des espèces patrimoniales. Il existe notamment des poèmes en langue angevine, on appelle ça des rimiaux, à la gloire de cet animal. D'ailleurs, la pêche au carnassier est vraiment très réglementée en France, à l'échelle nationale, dans les différents bassins versants. On ne peut pas pêcher plus de 3 carnassiers par jour et par pêcheur. Et pour le brochet, cette pêche est limitée même à 2 carnassiers. Donc c'est vous dire vraiment l'importance du brochet dans notre pays. On ne peut pas pêcher également d'individus dont la taille est inférieure à 50 cm, de façon à préserver la reproduction de cette espèce. Et même dans certains bassins versants, où vraiment l'enjeu brochet est important, on ne peut pas pêcher d'individus dont la taille est inférieure à 60 cm. Alors poursuivons dans la veine de l'outil réglementaire avec l'outil déclaration. On va déclarer que tel habitat ou telle espèce est en déclin à tel niveau et qu'il doit être conservé. Et là, croyez-moi, c'est un peu de bordel. Je vous parlais tout à l'heure des listes de l'UICN, qui est un petit peu l'organisme de référence, mais en fait des listes, un peu tout le monde peut en faire. Et à côté de ça, il existe des listings contraignants du point de vue réglementaire et légal, comme par exemple les listes inscrites au niveau du patrimoine européen et du réseau Natura 2000. Il existe également des sites sanctuarisés par les collectivités, les départements, les régions, les pays, comme par exemple les espaces naturels sensibles, les parcs naturels régionaux ou encore les réserves naturelles nationales. Il existe également des textes qui réglementent le commerce des espèces sensibles, comme par exemple la CITES. Et s'il y a un texte vraiment intéressant à connaître, c'est la célèbre Convention de Berne, signée en Suisse en 1979. Alors l'objet de la Convention de Berne, c'est la conservation des espèces sensibles en Europe. L'entièreté, tous les pays européens ont signé cette convention. Il y a même des pays non européens qui l'ont signée, comme par exemple la Tunisie et le Burkina Faso, sur leur simple bonne volonté, car ils possédaient des espèces migratrices qui étaient à la fois présentes en Europe et dans leur pays. Donc cette convention, cette directive, pour qu'elle soit applicable, les pays qui l'ont signée doivent transposer le droit européen dans leur droit national. Et à ce moment-là, le droit européen prévaut alors sur le droit national. Et ça, c'est important de le retenir. Dans les textes de cette convention, on retrouve notamment 3 listes hiérarchiquement classées qui recensent les espèces de faune et de flore protégées ou strictement protégées. On a également une 4e liste qui recense les moyens pour parvenir à cette conservation ou cette stricte conservation. Dans la liste des espèces protégées en Europe, on a par exemple la marmotte des Alpes, le blaireau européen, la grenouille verte, la lamproie de rivière ou encore le lucane cerf-volant.
Et dans la liste la plus restrictive des espèces strictement protégées, on a par exemple ce crocus. Donc ce crocus est strictement protégé. En théorie, on n'a rien le droit de lui faire. On a également la campanule de Roumanie, ou encore la magicienne dentelée, ou encore la date de mer, ou le loup. Mais le loup, ouais. Toutes les espèces que je viens de citer à l'instant sont strictement protégées en Europe. J'ai envie de dire, c'est la limite du système. En fait, les États signataires de la Convention de Berne, ils ont inclus dans le texte de loi une clause évolutive de dérogation à la stricte protection de certaines espèces. Voilà, rien que de dire cette phrase, ça donne mal à la tête. Donc je répète, ils ont inscrit dans le texte de loi une clause de dérogation à la stricte protection réglementaire. Ouais, j'ai dû m'asseoir un instant pour répéter cette phrase, puisqu'on se rend compte que ce texte de loi inclut une clause permettant de déroger à elle-même. Alors dans l'idée, ok, on signe, on a bien compris que ces espèces sont menacées, elles sont en déclin dans l'Union européenne, on a bien compris également que l'inaction ou l'action disproportionnée entraînerait également leur déclin et nous mettrait du coup hors la loi au regard du droit européen. On va également signer au bas de la liste qui recense toutes ces espèces susnommées, on a bien compris. Sauf si, et c'est ça l'embrouille, cette clause du sauf si. Et cette clause, elle n'existait pas à l'époque de la rédaction de ce texte. Je vous raconte pas de conneries, ça s'est vraiment passé comme ça. Il y avait à l'époque un genre de blanc dans le texte, et ce sauf si, cette dérogation à certaines espèces protégées, ce sauf si, il était laissé à l'appréciation future des États signataires. Je plaisante pas, ça s'est vraiment passé comme ça. D'où le loup, ou encore l'ours. Ces deux espèces, elles sont strictement protégées en Europe. Leur destruction, leur déplacement, leur entravement sont strictement prohibés dans toute l'Europe. Sauf si, et là on se réfère par exemple à la transposition du texte dans le droit national français, sauf si ces espèces contreviennent ou sont un handicap à la propriété privée. Ouais, c'est vrai, c'est écrit dans le texte. Ces espèces ne sont pas strictement protégées si elles handicapent, si elles contreviennent au droit fondamental de la propriété privée. Ah, j'adore. Lorsque sont plus les scientifiques qui font de la science, mais les publicitaires, les agences de com, les avocats, les hommes politiques. J'adore ce petit goût de seum que je ressens. Bon, je vous laisse pour aujourd'hui. La prochaine fois, on parlera de l'importance de la recherche en biologie de la conservation.